Dans les EHPAD, ils disent aux familles que c'est des lieux de vie. Sauf que la vraie réalité, ils n'ont plus réellement cette liberté d'être qui ils sont. Ouais, parfois un soignant peut avoir au moins une quinzaine de résidents à lui tout seul, du lever jusqu'au coucher. J'ai pas le temps de discuter avec la dame, j'ai pas le temps d'écouter activement cette mamie qui est en train de pleurer, qui est en train de chercher son mari par exemple. Et puis je m'épuise. Donc en fait, on commence à m'éteindre humainement. Les résidents m'inspirent et me poussent à la créativité, me repoussent même dans mes retranchements en tant que professionnel, mais aussi surtout en tant qu'être humain. Je regarde un homme, je regarde une femme qui a une histoire de vie, qui a un passé. Ils sont ce qu'ils sont, ils doivent être ce qu'ils sont. Je ne dois pas les freiner dans qui ils sont, mais c'est à moi de m'adapter. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que la vie est belle. Je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne sur laquelle vous vous abonnez, toujours plus nombreuses et nombreux donc. Et puis pour toutes celles et ceux qui nous découvrent, eh bien, n'oubliez pas que c'est de votre quotidien que nous parlons. Ce sont aussi des destins, des chemins hors normes dont nous parlons ici. Et aujourd'hui, nous allons parler vraiment humain. Vous allez savoir pourquoi, je vous dis ça. Mais en attendant, n'oubliez pas, qu'il y a une petite cloche sur laquelle vous pouvez, cliquer et comme ça vous serez, au courant de notre, prochaine vidéo et vous pourrez, comme ça, découvrir le prochain sujet, du monde d'Olivier puisque vous savez, dans ce monde d'Olivier, c'est moi, Olivier, vous le savez, nous militons, pour, l'homme, la femme, bien évidemment, les enfants. Nous militons pour, que ce monde soit un peu meilleur. J'aime bien, l'idée, de réparer ce monde, réparer, ce monde comme nous le pouvons, c'est-à-dire, dans notre, cercle à nous, parce que bien évidemment, on ne va pas avoir, la prétention de réparer tout le monde, mais si chacun d'entre nous, on se met, à y mettre du nôtre, à offrir un peu de notre cœur, de notre humanité, de notre sensibilité, eh bien, c'est comme ça qu'on commence à réparer ce monde qui en a bien besoin. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir, un homme qui répare le monde et vous allez comprendre pourquoi. Heu, Salut Prince, Salut Olivier. on t'appelle docteur Bonheur, c'est ça? Docteur Sourire de son Docteur carnet. Ah, Sourire. Docteur Sourire. Tu vois, j'ai confondu. Docteur Bonheur, Docteur Sourire. Alors, tu es, avant, tu étais AMP, c'était aide médico-psychologique. C'est ça. Moi, je préférais ce terme-là parce que je trouve qu'il correspondait un peu plus à ta mission, hein, en tout cas celle qui est ta mission aujourd'hui. Et maintenant, c'est AES, c'est accompagnement éducatif et social. C'est quoi la différence finalement? Pour moi, il n'y en a pas vraiment. Il y en a pas? Non, pour moi, il n'y en a pas vraiment, hein. Parce Ils ont... qu'aujourd'hui, donc ton boulot, et on va revenir sur ton histoire, mais définis-moi quelle est ta mission exacte? Alors, ma mission, c'est d'accompagner des personnes qui sont atteintes, des personnes âgées, atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, moi, spécialement, je travaille en EHPAD depuis 20 ans. Donc, c'est plutôt les accompagner dans les gestes de la vie quotidienne. Oui. Donc, c'est-à-dire du lever jusqu'au coucher. Donc, nous avons les aides au repas, nous avons les aides à la toilette. Mmh. Donc, si tu veux, notre métier en soi, de base, il est vraiment fait pour pouvoir maintenir les capacités, l'autonomie des personnes qui ont les maladies plutôt neuroévolutives. D'accord. Donc tu t'occupes, des personnes qui sont en fin de vie, aussi majoritairement? Alors, c'est la finalité. De toute façon, en EHPAD, il y a différents services. Tu as aussi les soins palliatifs. Là, c'est vraiment des personnes qu'on accompagne vraiment vers la fin. D'accord. Mais moi, je travaille plutôt dans des services assez ouverts. C'est-à-dire, dans un EHPAD, on a des services comme des unités protégées, où les personnes ont vraiment la maladie qui est évoluée. Oui. Et il y a les services ouverts, où il y a les personnes n'ont pas forcément la maladie d'Alzheimer, mais plutôt une dépendance au niveau de l'autonomie. Oui. D'accord. Donc, quand on travaille dans ces services-là, bah, selon le nombre d'années dans lesquelles on est dans les EHPAD, bah, la finalité, c'est que oui, on accompagne certaines personnes en fin de vie. Mmh. C'est un métier, c'est une vocation ce métier. Qu'est-ce que tu en penses? Souvent, on me le dit que c'est une vocation, mais moi, tu sais, ce métier, je ne l'ai pas vraiment choisi de base. Je... c'est les circonstances, comment on appelle ça? C'est les circonstances de la vie
qui m'ont amené à découvrir ce métier parce que je le connaissais pas. D'accord. Voilà, je connaissais pas ce métier et au fil des années, du coup, j'ai choisi ce métier. Quand j'ai connu justement, le travail qu'il y avait dedans, le côté humain, le relationnel. Mmh. Donc ouais, j'ai ce métier, ouais, j'ai été amené à le découvrir et puis par la suite, avec les années, à le choisir. Oui, mais je pense donc que tu viens de nous dire que c'était une vocation Ouais. et moi, quand j'ai appris ton histoire, hem, je me suis, dit que vraiment c'était une vocation et qu'elle venait de loin. Heu, je vais t'expliquer pourquoi et tu vas me dire, peut-être, voilà, si j'ai raison ou tort. Hem, Tu es né à Pointe-Noire, hein, au Congo-Brazzaville, et lorsque tes parents partent avant toi, s'installer en France, ils te laissent avec tes grands-parents, qui vont t'élever pendant 5 ans, en attendant que tes parents préparent, s'installent en France, hein, C'est trouvent, ça, une stabilité professionnelle, trouvent leur place et toi, tu vas rester 5 années avec ton grand-père et ta grand-mère, c'est ça, qui vont t'élever, c'est ça. heu et je me suis dit, heu, au-delà du fait que en Afrique, on s'occupe, de nos vieux, heu, on ne laisse pas tomber nos vieux, Non, heu, on les met pas dans des EHPAD, nos vieux, non. comme en Afrique, noire, en Afrique du Nord, comme en Asie d'ailleurs, on s'occupe de nos vieux. C'est dans la tradition. Hem, donc déjà, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de ça en toi, mais il y a aussi, le fait que tes grands-parents qui t'ont élevé ces 5 premières années, il y a il y a quelque chose là qui s'est passé de très important pour toi, parce que ces grands-parents, voilà, ils se sont substitués, pendant 5 années à tes parents Mmh. et moi je pense que c'est resté, gravé en toi ça. Totalement. Si tu veux, donc effectivement, je suis né à Pointe-Noire et puis j'ai grandi, à Brazzaville dans un quartier qu'on appelle la Tanaf Oui, et ce quartier-là, c'était pas juste simplement, je vivais pas simplement avec juste ma grand-mère et mon grand-père, c'était vraiment un terrain où toute la famille vivait. C'est-à-dire, il y avait mes oncles, il y avait mes tantes, mes cousins, les petits-enfants. Enfin, c'était vraiment, j'étais vraiment baigné dans une famille, comment je peux te dire ça? C'est, qui était très large, qui était très large. Donc mes grands-parents, oui, m'ont vite appris, pas mal de valeurs que tu j'ai dis que ton grand-père t'a appris la vie. ouais. Mon grand-père, c'était quelqu'un d'assez droit, Mmh. carré, strict, Oui, mais pour la bonne cause, si je peux dire, et sage. Mon grand-père m'aimait énormément. Ça, c'est vraiment des souvenirs d'enfant que j'ai. C'était vraiment un grand-père aimant qui m'a vite appris aussi, le respect, et une rigueur, non? la rigueur et Oui, surtout, d'apprendre à apprécier, tu sais, les choses même, tu sais, les plus simples de la vie. oui. Voilà, parce que Une ma famille humilité, voilà, c'est ça? l'humilité. Ouais. Parce que ma famille n'était pas forcément modeste, Mmh. mais on avait cette humilité-là, l'amour de soi, les relations humaines. C'est pour ça que c'est peut-être aussi un lien pour, on y viendra peut-être plus tard. Et je parle de ce socle familial parce que, moi, c'est ce qu'on m'a transmis. Tu vois? C'est d'être avec les frères et sœurs, d'être avec les grands-parents, d'être avec, les neveux, puis de jouer, tu vois, parfois avec les voisins qui étaient juste derrière et tout. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Le partage Le aussi, partage, ouais. ouais, C'est avec une grand-mère très maternelle aussi. la grand-mère très, très, très maternelle. Du coup, c'était un petit peu, j'avais un peu les 2. J'avais le grand-père qui était assez strict. Ouais. J'avais la grand-mère qui était stricte, mais qui elle, si tu veux, mettait un peu de pommade. Genre, tu vois, quand, je recevais quelques corrections et tout du grand-père, bah, la grand-mère, c'est elle, tu vois, qui me protégeait, qui m'apprenait, on va dire, un petit peu, tu vois, ce contact, le contact. Chose que je n'avais pas avec mon grand-père, qui était lui plutôt, «Tu un garçon, c'est comme ça». Hein, hein. Mais ma grand-mère, c'était plus, des gestes plutôt, plus affectifs. Mmh. Ce qui a fait de toi un enfant, assez équilibré et déjà, bien éduqué. C'est ça, ah oui. Ah oui. Alors, au moment où donc tes parents sont installés en France, tu dois, les rejoindre. Tu as 5 ans et là, il y a encore, tu sais, moi j'ai tendance à penser qu'on a tous une mission sur terre. Heu, il y a quelque chose, qui fait qu'on a été posé là et que
On est là pour avoir, faire quelque chose, pour accomplir quelque chose. Et toi, tu dois prendre, un avion, heu, pour rejoindre la France, rejoindre tes parents. Mmh. C'est une tante qui t'emmène, à l'aéroport. C'est ça. Tu dois prendre, le vol, UTA 772, ce jour-là. Et puis, se passe un truc alors que tu es enregistré, alors que tu as ta place, réservée, et bah, il se passe un truc incroyable, c'est que tu ne vas jamais pouvoir prendre ce vol. Pourquoi? Tu te rappelles? Il y a un tu es petit, donc tu as pas dû trop comprendre ce qui se passe à l'époque, mais en fait, tu peux pas prendre ce vol-là C'est ça. et tu vas prendre le vol du Du lendemain lendemain, ouais. et il se trouve que ce vol UTA 772 est un vol qui va être victime d'un attentat. C'est ça. Il va exploser en plein vol avec aucun survivant. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses souvent aujourd'hui? Lorsque tu t'occupes, de ces personnes aujourd'hui, lorsque tu penses, toi, à ta vie d'homme, tout ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui a imprégné ta vie? Le fait que, beh, que tu montes pas dans cet avion et que tu sois quelque part un miraculé? Alors, l'époque où ça s'est passé, moi, j'avais 6 ans. Oui. Donc, j'ai des vagues souvenirs, en tout cas d'une discussion, en tout cas, que ma tante avait avec, donc l'hôtesse de l'air. Parce que moi, de base, selon en tout cas ce que ma mère, du coup, me raconte, Mmh. j'étais sur une liste d'attente. Oui. Donc j'avais le billet d'avion, j'avais tout ce qu'il fallait, l'heure, la date, le vol. Donc en arrivant à l'aéroport avec ma tante, l'hôtesse de l'air, d'après mes souvenirs, hein, d'après ce que j'entends en tant qu'enfant, lui fait comprendre que non, votre fils ne pourra pas voyager, ce matin-là parce que l'avion est plein. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, on le mettra sur le vol, du lendemain. Donc moi, cette histoire d'attentat, du vol qui a explosé, dans le désert de Ténéré, moi, ma mère, elle me l'a raconté des années après. C'est-à-dire que, dès que je suis arrivé en France, pour moi, c'est quelque chose que peut-être que j'ai dû occulter. D'accord. C'est-à-dire que je j'étais pas au courant de cette histoire-là. Mais des années après, dans ma manière dont je me suis développé en France, dans ma manière dont je me comportais, ma mère trouvait chez moi un enfant, rempli d'amour, un enfant, enfin pour elle, si je puis parler de spiritualité, j'étais quelqu'un pour elle, selon elle, de quelqu'un de spécial. Et je lui ai demandé une fois: «Mais, pourquoi tu penses que je suis spécial?» Bah, alors j'ai des frères et sœurs, on est tous pareils. Et c'est là, elle me raconte cette histoire-là. Sauf que la période, enfin, l'année ou les années où elle m'a raconté cette histoire, ça m'a pas fait tilt non plus tout de suite. Si tu veux, vraiment là où ça m'a fait tilt, c'est peut-être, 6 ans après où moi-même j'ai commencé à être en phase de remise en question, de questionnement sur moi-même, de savoir, pourquoi j'existe. Qu'est-ce que je fais là? OK, je fais un métier. OK, je suis apprécié, je parle vraiment en toute humilité. OK, j'ai un environnement qui est quand même aimant, mais, j'ai l'impression de errer. Tu vois? J'ai l'impression de me sentir seul, j'ai l'impression, enfin, les questions que je me posais, c'est vraiment, ouais, quel est le but de la vie, en fait? Est-ce que c'est juste, naître, avoir un métier, Mmh. avoir une chérie, avoir des frères et sœurs et puis, on meurt? Je cherchais ma mission de vie et quand j'ai commencé à travailler en EHPAD, et que j'ai commencé à évoluer, en tout cas, dans mon métier et du coup, surtout sur mes réseaux sociaux, Mmh. c'est ce qui m'a amené, si tu veux, à revenir sur, cette histoire-là. En me disant que Prince, effectivement, tu as beaucoup de chance de pouvoir être, dans ce monde et tu n'es pas, quand je parle de miraculé, je sais même pas si je peux dire, moi, Olivier, si je suis un miraculé parce que, je me dis: «Je suis pas le seul et Oui, certainement qui était qui n'a sur pas cette». pu monter dans Eh cet oui, avion. parce que d'après les témoignages que je reçois sur ma page, Mmh. il y en a plein qui me relatent du coup aussi, qui témoignent: ben moi je devais prendre ce vol-là, Oui. mais je l'ai raté, parce que je me suis endormi. D'autres, c'est parce que bon, j'étais en soirée la veille, je me suis pas réveillé. Enfin, Mmh. il y a au moins une quarantaine de personnes qui me témoignent sur ma page que, je reconnais ce vol-là, je devais y être, mais j'ai raté ce vol. Donc, depuis cette histoire, effectivement, et encore il y a 3 4 jours, je pleurais, dans ma chambre où je me disais, effectivement, ouais, je n'existe pas par hasard, je n'existe pas pour rien. Et par rapport à toutes ces personnes qui sont mortes, parce que j'étais quand même assez, je sais pas si c'est, je peux pas dire le mot, pervers, mais j'avais besoin de savoir s'il y avait des enfants dedans, tu vois? Il y avait des Il y avait enfants, des enfants, bien sûr, il y avait des familles, il y avait des hommes, des femmes, bien sûr. et moi je me suis projeté. Je me suis projeté en me disant,
Imagine qu'à ce moment-là, tu étais dedans. Comment ça allait se passer au point même, tu vois, d'avoir cherché à savoir quand la bombe a explosé, est-ce que ces personnes sont mortes sur le coup? Parce que du coup, j'étais en train de faire un transfert sur toutes ces personnes. Qu'est-ce qu'elles ont Ouais, ressenti? ouais. Est-ce qu'elles étaient encore en plein vol et sont écrasées? Enfin bref, quoi, je suis parti dans un sorte de bad trip où je me dis, bah, si je suis en vie, je me dois pas de gaspiller ma vie. Mmh. Je me dois, j'ai ce devoir d'être utile, de, de prendre soin. Parce que beaucoup me témoignent encore aujourd'hui que, tu n'es pas enfin, t'as pas raté ce vol par hasard. C'est comme on parlait tout à l'heure de mission de vie. Tu as une mission de vie et tu l'as trouvée, c'est celle-là. Ouais, Avant ça, j'avais du mal encore à le croire. Mais, aujourd'hui, maintenant que ça refait surface, je confirme et en toute humilité que ouais, je suis à ma place aujourd'hui. oui. Tu as trouvé ta place et parce que ce métier, hein, que tu fais, je pense qu'il faut vraiment avoir, ce cette force de vouloir réparer, de vouloir faire le bien et c'est pour ça que c'est une vocation, pour moi, au même titre qu'il y en a d'autres, Bien hein, sûr. les infirmières, les médecins, les policiers, les gendarmes, les éducateurs, tu sais, tous ces métiers où tu es confronté à l'humain Mmh. et où tu es là pour, aider, mais ce métier que tu fais, est un métier, on va le voir, difficile et puis c'est aussi un métier difficile parce que, heu et là, c'est moi qui parle, je trouve que vous n'êtes pas bien traité. C'est un métier qui est dur, déjà humainement, parce que on va le voir, il y a beaucoup de relations humaines, il y a Mmh. beaucoup de choses, de liens qui se créent Ouais. entre toi et les patients. Mais en plus de cela, vous n'êtes pas, bien, vous êtes malmené, au niveau des salaires, vous êtes malmené par, parfois une hiérarchie, mais une hiérarchie qui est elle aussi malmenée, par, ceux du haut, Mmh. hein, qui leur mettent la pression. On va parler, de cette fin de vie, de ce cadre de travail, mais pour mieux faire ta connaissance, parce que j'aimerais que celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, fassent, mieux ta connaissance pour, savoir comment tu en es arrivé là. Donc tu arrives en France, tu fais des études, tu vas à l'école, directement, tu es plutôt un bon élève, mais on m'a dit que tu avais voulu être danseur au début. Alors, c'est quoi cette histoire? Bah, j'ai grandi, si tu veux, dans le côté un peu, quartier Ouais. et moi, l'endroit où j'ai grandi, c'était à Bagneux où j'ai Mmh. commencé j'étais un adolescent et je sais pas comment je peux te l'expliquer et tout, mais à chaque fois, je me levais le matin avant d'aller à l'école, je regardais, tu vois, souvent des clips à la télévision. Le côté un peu hip-hop et tout et je sais pas, c'est quelque chose qui m'attirait jusqu'au moment où j'ai pu assister à un show d'une compagnie de danseurs Ouais. et là, je me suis dit, «J'ai envie de faire ça, quoi» et j'avais déjà comment on appelle ça? Des capacités, alors que j'avais jamais pris de cours de danse avant, donc Mmh. j'avais déjà des capacités, en tant qu'artiste, en tant que danseur et de là, j'ai commencé à grandir là-dedans, à intégrer des compagnies, à danser pour des artistes, à faire le Zénith de Paris, pour pas mal de grands artistes et Ah tout. ouais, quand même, ouais. Ouais, Tu ça a été loin. je suis parti assez loin, sauf que, mes parents, ne le voyaient pas de cet œil-là. Pour eux, D'accord. la danse, c'est pas un métier. La danse, c'est pas un métier, puis même, je veux pas être péjoratif ou, mettre dans une case. Bon, c'est des parents africains. Oui. Eux, ce qu'ils veulent pour leur enfant, c'est, Un métier un stable. métier stable. Et puis, ils idéalisent aussi les métiers. C'est-à-dire, tu choisis un métier, soit c'est avocat, soit c'est infirmier, soit c'est médecin, mais en tout cas, ils me dirigeaient un petit peu dans ce que eux auraient voulu, peut-être que, comment on appelle ça? Je sais pas moi, peut-être que mon père voulait peut-être un jour être médecin ou ma mère, j'en sais rien, mais en tout cas, la vision qu'ils avaient pour moi, c'est, un statut-là. Mmh. Donc danseur, c'est cool, c'est mignon, mais, pas chez nous. C'est pas un CDI. C'est pas un CD. Voilà, Ouais, ça ramène pas d'argent, c'est voilà. ouais. Donc je me suis dit, «Qu'est-ce que je vais faire?» Mmh. Parce que moi, l'art, c'est vraiment mon domaine, c'est là où j'arrivais à m'exprimer, à pouvoir être moi, sans jugement de quoi que ce soit. Enfin, je suis libre, quoi. Puis les Donc places sont rares, hein? en plus de ça Ouais. et puis même, comme je disais, c'est bon, je vivais chez les parents. Donc avec l'éducation que j'ai eue, enfin, en tout cas, ce que mon père m'expliquait, c'est simple. Soit tu suis les règles de ma maison, soit tu es grand, tu es adulte, tu es libre de partir et faire ce que tu veux. Mmh. Sauf que j'étais pas du tout autonome.
Donc je me suis plié aux règles de la maison et je me suis dit: «Bon, bah, papa, il veut que je travaille, il veut que je fasse des études, mais moi, après le collège, à part avoir fait un BEP carrière sanitaire et sociale, qu'est-ce que je vais faire d'autre, quoi? Et puis même quel métier peut me lier à ce que mon père voudrait, ce que mes parents voudraient?» Donc c'est là où j'ai fait des études de pharmacie. D'accord. Voilà, j'ai fait 2 ans de BP de préparateur en pharmacie, j'ai fait ma première année. Ma deuxième année, je me suis pas présenté à l'examen parce que je Pourquoi? parce que je me suis dit, Trop dur. trop dur, j'étais trop nul en chimie, et puis même, je me voyais pas être dans je dénigre pas, hein, les gens qui font ce métier-là, mais pendant mes stages, je me faisais chier. Ouais, je me faisais chier d'être derrière un comptoir. Il y avait pas vraiment de ce réel relationnel que j'aurais voulu. C'était vraiment discuter avec quelqu'un, prendre du temps et tout, et cetera. Là, c'était plus, je suis dans l'officine, derrière, en train de ranger des médicaments. De temps en temps, tu as une cliente qui vient chercher ses médicaments, c'est, bonjour, au revoir. J'ai compris que c'est pas Pas ce que ton je voulais, truc. ouais, pas mon truc. J'avais besoin De contact humain. de contact humain, je voulais que ça bouge. Je voulais de la vie, je voulais quelque chose, pas qui reste dans un cadre tu sais, de routine. Ouais. Donc j'ai juste tapé sur internet en me disant, «Donne-moi des métiers, en lien avec l'humain», Mmh. et ça m'a sorti, bah, AMP. D'accord. Donc à cette période-là, j'ai fait mes études en alternance. Donc j'avais une semaine, de cours par mois et le reste du temps, j'étais en entreprise. Donc sauf que moi, quand j'ai commencé ce métier, bah, tu sais, j'ai idéalisé le truc. T'es là, tu prends le temps avec les personnes âgées, tu discutes avec elles, il y a pas de chronomètre, tu sais, enfin, tu pas de chronomètre derrière toi, t'as pas de Oui. pression, tu prends le temps. Sauf qu'en fait, au bout de un an, je me rends compte que c'est bien tout autre. C'est du rendement, c'est tu cours, c'est tu pas le temps de regarder, la personne qui est en face de toi, tu pas le temps de l'écouter. C'est personne, que tu veux faire vivre, que tu veux vraiment, humaniser, donner leur dignité, mais en fait, tu t'aperçois que le système institutionnel dans lequel tu travailles ne te le permet pas. Donc bah, très vite, j'essaie de me rebeller un petit peu. En mode, je prends le temps, mais c'est pas normal et tout, et cetera. Mais j'étais encore un peu, on va dire, un adulte qui n'était pas totalement affirmé. Donc, pression institutionnelle, tu les collègues qui sont un peu contre toi, tu des menaces. En gros, tu pas content, tu bouges de là. Ou donc je me suis plié aux règles du système pendant plusieurs années. Mmh. Et c'était, dans quel type d'établissement ça? C'est C'était un EHPAD c'était un déjà? EHPAD, ouais. Moi, j'ai D'accord. commencé direct en EHPAD. Direct en EHPAD. Direct en EHPAD. OK. Ouais, dès que j'ai eu mon diplôme, je suis resté en EHPAD. J'ai fait peut-être deux trois petites missions à côté avec les, personnes polyhandicapées, avec les adultes et les enfants, en foyer, mais c'était trop dur pour moi. Mmh. Heu, Pourquoi? Bah, tu sais, Les enfants? ouais, Ouais. ouais. Pour moi, c'est mon jugement, c'était injuste, Ouais. tu vois? C'est injuste de voir un gamin comme ça, qui ne peut peut-être pas courir, qui est sur un fauteuil à vie ou qui est sur un lit médical à vie. Enfin, pour moi, c'était juste insupportable. Ouais. C'est-à-dire quand je rentrais, j'étais mal. Mmh. Et c'est pareil pour des adultes. Je voyais des hommes, parfois de mon âge, quand j'avais la vingtaine d'années, parfois la trentaine d'années. Et pareil, je me disais, c'est injuste. Donc je me suis dit, c'est pas ma place. Parce que si c'est pour rentrer tous les jours brisé, et que je ne serais pas du tout productif pour Ouais, ces ouais, personnes-là. ouais. Donc j'ai compris que la personne âgée, bah, c'était plutôt la population que je voulais accompagner. Mmh. Parce que je me suis aussi fait une raison. En me disant qu'ils ont vécu. Ils ont, pour certains en tout cas, profité de la vie. Bon, même si certains ont quand même vécu la guerre, pas mal de choses assez difficiles. Ouais. Mais ce sont des personnes, qui ont vécu, qui ont eu de l'expérience de la vie. Et pour moi, c'était, normal, je sais pas si c'est le terme, de les accompagner du coup, comme on dit, on naît, on grandit, puis, on meurt. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi d'intégrer ce schéma-là et du coup de pouvoir, tenir dans le métier, en accompagner, nos aînés. Mmh. Alors, tu, commences directement en EHPAD. Tu évoques déjà, heu, ta perception, de ce métier où tu n'as pas le temps, de t'occuper, en tout cas de faire comme tu aurais envie de faire. C'est, systémique, hein, c'est, on te presse, tu t'en aperçois comment de ça? Il y a des collègues qui te poussent, aux fesses, les premiers, les premières fois où tu te rends compte que ça va pas être comme tu l'imaginais, ça se passe comment? Ça se passe, quand tu changes d'établissement.
Parce qu'entre-temps, bon, bah, je commence à prendre un petit peu mon envol Oui, et tu découvres des fiches de poste. Donc les fiches de poste, ce sont, des fiches qui sont créées, bah, par les cadres de santé ou certaines directions qui te montrent, ta journée type de travail, ce que tu dois faire, à quelle heure tu le fais, à quel moment tu le fais. Sauf que la fiche de poste qui est créée, elle est totalement, hors réalité de la pratique sur le terrain. oui. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire, «Mais il y a un problème». Donc au début, je respectais la fiche de poste, mais plus je la respectais, plus je me rendais compte que, je ne faisais pas mon travail comme je devrais le faire. Donc je reviens à nouveau à me dire quoi? J'ai pas le temps de discuter avec la dame, j'ai pas le temps d'écouter activement cette mamie qui est en train de pleurer, qui est en train de chercher son mari, par exemple, et puis je m'épuise et je m'épuise. Tu sais, tu cette pression parce que, tu te dis peut-être que tu fais mal, mais en même temps, tu cette pression intérieure parce que tu te dis: «Si tu fais pas vite, d'autres résidents n'auront peut-être pas les je sais pas les tu sais, les soins à temps, ne vont peut-être pas être lavés à temps ou manger à Mmh. temps». Mmh. Parce que, ça veut dire que sur la fiche qu'on te donne, d'emblée, il y a beaucoup de patients dont tu dois t'occuper. Ah oui, ah oui, oui, selon les établissements, c'est, une douzaine de résidents, voire, selon d'autres, bon, j'ai pas été jusque-là, une quinzaine, parfois une vingtaine pour toi tout seul. Pour toi tout seul. Ah oui, oui, Ça veut dire que quand tu dis une douzaine, c'est à lever, à laver, à faire manger parfois. c'est ça, Heu, donc 12, c'est énorme. 12. Et dans tout ça, on te demande aussi d'être humain. On va plus rentrer dans le détail tout à l'heure, mais déjà ce nombre, il paraît, insurmontable et tu dis que parfois ça peut être 15. Parfois, ça peut être 15. Selon les établissements, selon les structures, selon les capacités, d'accueil des structures. Ouais, parfois un soignant peut avoir au moins une quinzaine de résidents à lui tout seul, du lever jusqu'au coucher. Alors, on va revenir sur, la nature de ton travail, mais, surtout, moi je voudrais, d'abord que tu me dises, que tu me parles des profils, des personnes, dont tu t'occupes en EHPAD, hem et surtout des familles. Parce que moi je prie pour n'arriver, jamais en EHPAD, hein. J'essaie de dire à ma fille: Ah, je le souhaite à personne, ouais. «Tu, tu feras en sorte, que je sois à la maison, hein, le plus longtemps possible et je veux jamais y aller». Parce que j'ai peur de l'EHPAD. Même si on me dit qu'aujourd'hui il y en a des privés, des machins, on a vu les scandales, ces dernières années Mmh. d'EHPAD qui pouvaient coûter, 5 000. J'ai même fait un Dans les yeux d'Olivier là-dessus, il y a même la maman d'une dentiste qui payait 8 000 € à sa mère par mois et qui a vu sa mère, complètement, s'abîmer, dans un établissement privé où elle payait 8 000 €. On a l'impression que ces établissements, comme ce sont des personnes âgées, heu, bah, finalement, on a l'impression que les cadres ou en tout cas la direction pense pouvoir faire ce qu'elle veut et que vous êtes les exécutants en fait. Vous êtes au bout de la chaîne, et que c'est vous, qui, finalement, en êtes victime aussi. Ouais. Les familles, qui mettent leurs parents, ou leurs grands-parents en EHPAD, elles ont un profil type ou c'est toutes les familles, toutes sortes de familles? Toutes sortes de familles, Toutes sortes de toutes familles. sortes de familles. De la plus aisée à la moins aisée, quelles que soient les origines, ou quoi que ce soit, c'est, toutes familles confondues. Et donc, en fait, les EHPAD, enfin tous les EHPAD que tu as fait étaient pleins? Quand tu parles de plein, c'est-à-dire, C'est-à-dire rempli au niveau que des chambres? oui, En règle générale, ouais. ouais, C'est très rare qu'il y ait des chambres, de vide. Ouais, c'est d'accord. plein. Il y a un décès de peut-être 3 4 jours, tu une nouvelle personne qui rentre. Selon les structures, selon aussi les groupes par contre. Alors ton métier, tu nous l'as dit, c'est de t'occuper de ces gens-là, mais, comment est-ce que tu arrives, parce qu'en fait tu as créé ton réseau social, heu on t'appelle, Docteur Sourire. J'ai vu tout ce que tu fais, hem, mais comment tu arrives à concilier, humanité et travail aujourd'hui? Parce qu'on va le voir, il y a 6 ans, tu as fait un burn-out. Donc, Ouais. ça veut dire que, ça a pas été toujours, le sourire. Ah! Hem, Mmh. Bah, justement, prenons le début de ta carrière. Qu'est-ce que tu découvres dans le début de ta carrière? Dans le tout début, Oui, c'est-à-dire que
Quand tu commences à être salarié, Mmh. parce que bon, tu m'as dit que tu avais fait ton en alternance, tu Ouais. avais passé ton diplôme en alternance. C'est une semaine à l'école, une semaine, en OK. établissement. Mmh. À partir du moment où tu es diplômé, hem, tu es embauché, ta première embauche, ça se passe comment? Ah, alors ma première embauche, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'était, la premi enfin les 6 premiers mois, là, j'avais pas encore le diplôme, mais surtout, on va dire, j'étais un petit peu sur mon petit nuage où voilà, je viens de démarrer, je prends le temps de faire les soins, je prends le temps de discuter puisque moi, encore une fois, dans ma perception, c'est le métier, c'est comme ça qu'il doit être. Mmh. Même si c'est une fiche de poste, bah, je prends quand même le temps de faire les choses. C'est juste que justement cette première année-là, quand j'ai, commencé ce métier, on m'a vite rappelé à l'ordre. Coco, non, ça se passe pas comme ça. C'est le métier que tu fais, c'est De die, die, die. l'abattage. Ah ouais, c'est die, 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 die. Et, Ouais. donc, puis en même temps, tu apprends aussi pas de proximité. Parce que être proche des résidents, quand je parle de proximité, c'est-à-dire ne serait-ce qu'une marque d'affection ou un mot affectif, c'est quelque chose qui est considéré de pas du tout professionnel. Donc en fait, on commence à m'éteindre humainement. C'est-à-dire là où toi tu viens avec de l'humain, toi on te dit non, être humain dans ce cadre-là, c'est pas du tout professionnel. C'est incroyable. Ouais. Être professionnel, c'est tu dois garder tes distances et te contenter simplement de faire ton travail. C'est-à-dire, tu lèves, tu réponds aux sonnettes, tu donnes à manger, tu les mets au lit, tu fais un peu d'animation, mais tout le reste autour, c'est-à-dire l'existence même de la personne, si tu veux, on te fait comprendre que on vend aux gens que c'est important, Mmh. mais à l'intérieur du système, on éteint, si tu veux, l'histoire, l'existence en fait de ces personnes-là qui sont simplement considérées comme des personnes âgées, Alzheimer, malades ou simplement comme un numéro de chambre. Et donc du coup, ça n'est pas professionnel de se lier avec ces Ah personnes, non. de, leur demander, quelles ont été leurs vies, leur raconter toi aussi des anecdotes de ta vie, ça, si on s'aperçoit que tu fais ça, tu es, repris et Alors, poser des questions sur la résidente et tout fait partie de notre métier. Donc ça, on va mmh. dire jusque-là, ils le tolèrent. Ouais, Mais là où on ne c'est pas vraiment toléré, c'est de rentrer dans une forme de proximité. ouais, Quand je parle de proximité, c'est-à-dire, en tout cas dans certains établissements, hein, juste être assis et discuter avec la dame qui est en train de me raconter sa vie, je sais pas, puis d'un coup elle se met à pleurer. On peut avoir parfois, tu sais, une geste, tu sais, une marque affective, ne serait-ce que, une petite ouais, accolade ou ouais. simplement parfois selon les soignants, tu prends un peu dans tes bras. Bah, c'est toutes ces choses qu'on t'interdit, dans ce milieu-là. Une personne par exemple, en gros, dans les EHPAD, ils disent aux familles que c'est des lieux de vie, que dans ces lieux-là, ils sont chez eux et qu'ils ont du coup la liberté d'être ce qu'ils veulent être chez eux. Sauf que la vraie réalité, c'est, ils n'ont plus réellement cette liberté d'être qui ils sont, parce qu'on leur impose, une façon d'être finalement, On éteint leur personnalité, tu en veux éteint dire? leur personnalité, en éteint, leurs besoins Ouais. ou même parfois leurs choix. Parce que tout le monde est persuadé que quelqu'un qui est une personne âgée qui est en maison de retraite, c'est forcément une personne qui a des troubles de la mémoire ou qui n'a pas, comme on dit en jargon, qui n'a pas du tout sa tête, Mmh. alors que c'est pas le cas. Donc du coup, toutes les décisions qui sont autour de la personne sont prises par des tierces personnes, donc du coup le corps médical. Donc si par exemple une résidente me dit: «Écoute, m'appelle pas madame, untel, appelle-moi plutôt Christine et tutoie-moi», Oui. ça reste un choix de la résidente pour Mmh. l'accompagnement. Ouais. Bah, aujourd'hui non, bah, dans nos métiers, c'est considéré comme étant maltraitant. Étant maltraitant. Ouais. Dans certaines formations, on apprend aux soignants que une résidente ou un résident qui te demande qui fait le choix de dire à son soignant: «Écoute, non, moi, je me sens plus à l'aise si tu m'appelles par, Christine et tu me tutoies. Je préfère comme ça». Bah, c'est interdit. C'est interdit. Ah, c'est interdit. En tout cas, c'est oui, interdit, déconseillé, c'est pas du tout professionnel, c'est carrément les termes, qu'on dit, c'est tu maltraites la personne. Parce qu'un professionnel de santé, dans ce genre de cadre, tu es dans un cadre professionnel et ce n'est pas tes amis, ce n'est pas tes potes, c'est tu dois mettre une distance. Ils Donc ont peur de quoi, en fait, si tu établis justement un lien? En fait, je vois pas où est le problème. moi, sur ma page, c'est un truc où pas mal de professionnels, étaient dans l'incompréhension de mon relationnel.
certains résidents que je tutoie, d'autres que je vois, d'autres que j'appelle par madame, d'autres que j'appelle par les prénoms. Donc au début, je comprenais pas pourquoi, ce problème de mettre ce genre de nous demander d'être distants. Mais c'est une forme, si tu veux, de protection pour le résident et pour le soignant. Quand on parle de protection, c'est dans le cadre professionnel. Parce que si c'est pas bien maîtrisé, si la personne, en tout cas, par exemple, le soignant, n'a pas assez de recul ou n'est pas assez, ancré dans le métier, il peut y avoir, quand je parle de dérive, c'est-à-dire, bah, il peut y avoir des personnes qui nouent vraiment un relationnel avec ces personnes-là comme étant un membre de la famille. Comment je pourrais te l'expliquer autrement? Par exemple, les résidents, ce sont des personnes qui sont faibles, qui sont fragiles émotionnellement. Oui. Donc, quand on crée ce genre de relationnel qui n'est pas du tout cadré, Mmh. ça peut emmener, si tu veux, la résidente à se projeter, si tu veux, à vouloir, par exemple, que toi comme soignant. Et Que toi, que toi, d'accord, voilà. Et le jour où tu pas là, bah, c'est la catastrophe. Elle refuse d'accord, de manger, elle d'accord, je refuse de, comprends, tu vois? Donc d'accord. c'est plutôt dans ce cadre-là Mmh. qu'on nous interdit d'être, proche des résidents. Mais ce qui est dommage, c'est que ce que je t'explique là n'est pas du tout clairement expliqué dans les formations. Mmh. Et que, au lieu de faire des cas généraux en disant que, bah, le tutoiement, ou la proximité relationnelle que j'appelle thérapeutique, au lieu de nous expliquer que c'est pour telle raison, c'est pour protéger le soignant, ou pour protéger les résidents, bah, ils préfèrent, si tu veux, faire de cette règle, quelque chose d'universel. C'est que ce soit madame untel ou monsieur untel, c'est la règle pour tout le monde, c'est pas de tutoiement, pas de relation de proximité, que de la distance. Bon alors toi, quand tu arrives dans ce métier, déjà, c'est une des premières mesures qui te choque. Ouais. Qu'est-ce que tu vas trouver dur dans ce métier? Parce que tu as la vocation, tu y es toujours aujourd'hui, donc on peut dire que tu as tenu le coup, même si on parlera de ton burn-out tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu trouves le plus dur, au-delà, du côté déshumanisé? Le plus dur, c'est, de voir une personne mourir seule dans sa chambre. Oui. Voilà, il y a la déshumanisation, il y a pas de enfin, Il pas y de en a souci, non. beaucoup? De plus en plus, je le vois. Quand j'avais commencé le métier, la fin de vie, quand vraiment on savait que la personne, il lui restait quelques semaines, avant de décéder, selon bien évidemment, hein, les médecins, on avait, un accompagnement précis qui était en place, selon bien évidemment, la vie de la personne, son histoire, sa religion, ses croyances. Oui. Donc, et puis on tournait. Ça veut dire qu'on passait chacun notre tour dans la chambre pour vérifier que la personne, enfin pour qu'elle soit pas seule, voilà, pour que la personne soit pas seule. Sauf qu'aujourd'hui, il peut y avoir une personne qui est en train de s'éteindre, Mmh. mais la vie continue autour. Les soignants continuent, bah, et je les accuse pas, attention, les soignants, continuent de travailler de façon, Normal, quoi. normale. Et C'est-à-dire qu'il y moi, a quelqu'un qui est en train de mourir seul dans sa chambre, c'est ça, personne s'en occupe. Enfin, à part au moment où il faut le faire manger, où il faut le laver, où il faut le coucher. tu tout compris. En fait, c'est ça, ouais. À partir du moment que la personne, on sait qu'elle va s'éteindre, c'est comme si qu'elle n'existait plus. Elle était déjà morte alors qu'elle respire encore, Oui. tu vois? Et moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'était ça, cette scène où, je faisais une vacation dans un établissement et donc effectivement, il y a un monsieur en fin de vie, donc la porte ouverte. Je veux pas me positionner en tant que j'étais le meilleur à ce moment-là, mais c'est plutôt l'observation de ce qui se passait autour, il y avait aucun passage dans la chambre et surtout que le monsieur est exposé. Quand j'ai exposé, habituellement, tu laisses quand même la porte ouverte parce qu'il y a des Oui, résidents qui passent, il y a des oui. familles, enfin, là, c'est la porte ouverte avec un monsieur, qui a son appareil à oxygène et qui est là et puis tu as tous les gens qui passent à côté, qui passent à Mmh. côté. Mmh. Donc de temps en temps, je venais, je rentrais pour voir s'il respirait encore. Je caressais un peu les mains et c'est là où je prenais conscience où, en fait, aujourd'hui, les personnes âgées peuvent mourir dans la solitude, dans l'indifférence totale et tout et pour certains, c'est normal. Ouais, ouais. En fait, lorsque tu fais un burn-out, il y a 6 ans, c'est quoi? C'est l'accumulation de, justement de ce côté déshumanisé de ces établissements, c'est le rythme de travail? Parce que vous avez un sacré rythme de travail la journée, Ouais, quand tu as 12 personnes, dont tu dois parce que tu es seul à devoir t'occuper de 12 personnes? c'est ça. D'accord. Le burn-out, il est survenu justement, c'est l'accumulation de toutes ces années de travail Oui. et puis de remise en question.
C'est-à-dire, j'étais fatigué de faire comme tout le monde. J'étais fatigué d'être dans un système institutionnel où, tu fais, tu la fermes et c'est comme ça. Quand j'ai fait ce burn-out-là, en fait, je commençais à voir que, je commençais à changer moi-même. On parle de maltraitance on parle beaucoup de soignants maltraitants, Oui, mais je commençais à le devenir. Je commençais à le devenir comment? Dans mes propos. Quand je parle de propos, c'est-à-dire, j'haussais le ton, j'envoyais chier. C'est, par exemple, une dame, te demande, je sais pas moi, «Est-ce que vous pouvez, me donner, je sais pas moi, telle la serviette?» «Ah écoutez tout, j'ai pas le temps, j'ai ça». En fait, j'étais à saturation et je me reconnaissais plus. ouais, tu étais fatigué, Fatigué, éreinté. éreinté, irritable. Ouais. Moi qui étais très patient, moi qui étais très souriant, je commençais à m'éteindre. C'est-à-dire, je venais pour venir parce qu'il fallait que je fasse un salaire. Je venais parce que, il fallait que je pointe, dans le Oui. sens où il faut pas mettre non plus les collègues en difficulté. Ça Mmh. veut dire que je voyais même plus le résident. Je disais même plus, hem: «J'y vais parce que les résidents ont besoin de moi». Mmh. C'était plutôt, j'étais arrivé à un stade de: «Je pense aux collègues. J'y vais parce que sinon les collègues vont mal parler sur moi, sinon les collègues vont être en difficulté». Enfin, c'était dans ce sens-là, Ouais, tu y allais plus pour les bonnes raisons. c'est ça. Mmh. Et puis même ce que je faisais dans mes gestes, dans le soin proprement dit, dans l'humain, je me reconnaissais plus. Mmh. Moi qui étais dans la compassion, dans la sensibilité, dans l'écoute active, je retrouvais plus ça en moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je commençais à arriver à je suis arrivé à un stade où j'arrivais plus à me lever. C'est-à-dire je me lève le matin, je me recouche. Après c'était des arrêts maladie d'une semaine, 2 semaines et à un moment donné, je sentais que j'étais en dépression, c'est-à-dire je sortais plus de chez moi. Je faisais que je peux pas dire le mot pleurer, mais j'étais en craquage total, quoi. Ouais. Quand je craquage total, je te dis, hein, c'est moi qui n'aime pas l'alcool de base, qui buvait pas, bah, il fallait que je trouve un anesthésiant. Donc à un moment donné, tous les soirs, il fallait que je bois pour ne pas réfléchir afin de pouvoir me coucher. Jusqu'au moment où la chance que j'ai, dans tout ce que je fais, je questionne. C'est-à-dire que même si je pars dans une dérive, j'ai cette faculté, je me dis grâce à Dieu, où, j'ai cette remise en question. Pourquoi tu Mmh. fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qui t'emmène à faire ça? Et ces questionnements-là m'ont amené moi-même de consulter un psychiatre. Je me suis dit au début, j'en ai parlé à deux trois potes, ils me disent: «Oh, tu peux, va voir un psychologue, pourquoi un psychiatre?» J'ai dit: «Non, je suis pas né dans ma tête et j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui est là pour pour qu'il m'explique ce qui va pas, quoi. Ouais. Je pète les Ouais. plombs». Ouais. Donc en allant consulter ce psychiatre, donc je lui explique ce qui m'arrive, je lui dis aussi le métier que je fais. Voilà, je lui dis mot pour mot, j'ai un problème. Je suis violent, je suis malade, enfin, je me reconnais plus. Et là, il me dit clairement, «Vous n'êtes pas du tout malade, vous êtes totalement équilibré. Ce qui vous emmène à être dans cet état, c'est simplement le métier que vous faites, dans les conditions dans lesquelles vous travaillez. Ah ouais. Donc monsieur, le problème là, je vous ai écouté depuis tout à l'heure, je vois aucun problème chez vous, mental, psychologique ni émotionnel. C'est juste que vous prenez conscience de ce que vous faites et sauf que vous n'aviez pas les mots pour pouvoir expliquer. Donc moi, je vous le dis, vous êtes en burn-out». C'est là où j'ai découvert ce mot-là, compris, ce que c'était qu'un burn-out, Ouais. la saturation, la dépression qui vient derrière, L'épuisement, l'épuisement, c'est ça, ouais. mais c'est surtout, l'épuisement, psychologique, le burn-out. J'ai l'impression que le physique vient après. Heu, le burn-out, c'est C'est avant ça. l'érosion dans la tête. Ah ouais, C'est qu'il y a un moment quand tu dis, «Je me lève plus», c'est parce que tu arrives plus à te lever. ah ouais, ouais. Et est-ce que tu relis ce burn-out à, la tristesse de l'environnement? C'est-à-dire, finalement, toutes ces personnes en fin de vie, bon, moi, j'ai fait un film sur, les personnes, qui perdaient la mémoire. J'ai fait un film sur la mémoire. Mmh. C'est vrai que, voilà, je suis allé, tourner avec des personnes, qui, souffraient de cette maladie et c'est pas ce que j'ai trouvé le plus triste, en fait, parce que, finalement, j'avais, souvent affaire à des personnes qui ne prenaient pas vraiment conscience, de la maladie, parce que la maladie t'emmène, presque dans Mmh. un rêve éveillé. Ouais. Hem, mais est-ce que c'est finalement la tristesse de ces endroits, justement le fait qu'on ne puisse pas s'occuper de ces personnes comme elles le mériteraient, qui a créé une usure chez toi?
C'est-à-dire que tu ne faisais pas ton métier comme tu en avais envie C'est ça, et donc est-ce que c'est ça qui a fini par t'éreinter? c'est ça. Bah, c'est ça. Quand tu viens travailler, que tu es, encore une fois, hein, ça c'est, on est peut-être nous les soignants, on est peut-être chacun différent dans la manière de fonctionner, dans le psychisme, dans la façon de voir les choses. Donc quand tu viens dans un endroit où de base, comme tu dis, les personnes, même s'ils sont dans un, comme on dit, voilà, la maladie d'Alzheimer, ils ont des troubles de la mémoire, ils sont dans leur monde et tout, et cetera. Mmh. Mais c'est triste quand même, Oui, c'est tu vois? triste, Ça reste triste. Donc tu viens bien tous sûr. les jours dans un endroit qui est de base triste, Oui, où je pourrais pas dire tous les jours, mais tu sais que, dans le mois, dans les 2 mois qui suivent, il y a quelqu'un qui va s'éteindre, oui, que leur vie est réduite à une fiche de comme je disais de poste, c'est-à-dire c'est tu manges, on te lave, on t'habille, on fait deux trois activités et tu te couches. C'est tout ce rythme-là où en fait je me disais je n'y voyais plus de sens, c'était éteint. C'est quand on parle de mouroir, voilà, oui. je rentrais dans ce système-là de Mmh. mouroir et moi-même je commençais à mourir de l'intérieur finalement, Oui, tu vois? C'est ça qui m'a emmené à péter les plombs parce que moi j'ai besoin de la vie. Moi j'ai besoin de voir ce qui est vivant. Même si je vois que les personnes ne sont pas bien, j'ai besoin qu'autour, il y ait quelque chose de vivant. mmh, Peu importe les outils qu'on va utiliser et tout, mais je veux de la vie. Sauf que je retrouvais plus ces choses-là oui, à ce moment-là. oui et le psychiatre t'a expliqué que c'était ça qui t'atteignait, en fait? C'est ça. Et il m'a donné 2 solutions. Mmh. Enfin 2 solutions. Il m'a mis 2 choix devant moi. C'est soit tu n'as plus la force de combattre parce que, malheureusement c'est institutionnel et c'est comme ça et tu arrêtes, tu fais autre chose. Soit, tu aimes ton métier. Pour toi, c'est quelque chose, voilà, on parlait c'est une vocation, donc soit vous y retournez, mais il va falloir vous accrocher, il va falloir vous battre. Je vous laisse 2 mois pour souffler, pour vous reposer et prendre une décision. Donc pendant ces 2 mois, bien évidemment, je me suis reposé, je me suis remis en question, heu et j'ai cherché encore de nouveau, bah, qu'est-ce que je peux faire comme autre métier? Tu Oui. sais, j'ai l'impression, tu vois, de retourner un peu en arrière, qu'est-ce que je vais faire comme autre métier? Et je me rends compte, je sais rien faire d'autre moi, C'est ça Olivier. que tu sais faire. Ouais. Moi, tu me dis: «Va faire garagiste», je sais pas. On va faire peintre, je sais pas. Va vendre des fleurs, non. Moi, c'est m'occuper des autres. Oui. Alors je me suis dit: «Bah, je vais y retourner» et maintenant que le psychiatre m'a expliqué le problème, que le problème c'est pas moi, mais c'est l'institution, donc c'est à moi maintenant, en fait, si tu veux, de m'affirmer et c'est comme ça que j'ai commencé à m'affirmer, à imposer quand je parle de caractère, pas en mode rebelle pour être rebelle, mais à faire valoir mes droits et ceux des résidents parce que des droits, on en a en tant Mmh. que soignant et le résident, si on en a. L'institution, tout comme les directions, les cadres ont des devoirs. Sauf que les soignants, la plupart ne sont pas axés sur ces choses-là, parce qu'ils sont habitués à être soumis. C'est la direction a dit A, tu fais A. Même si ce qu'on te dit, ça n'a pas de sens, tu le fais quand même. Sauf que moi, je suis arrivé plutôt en mode, je vais faire les choses, mais si ça n'a pas de sens, direction ou pas, je le fais pas. Et je vais prendre mon temps. Mmh. Quitte à ce que je sois en retard ou X raison, mais en tout cas, je ne suis pas responsable du système institutionnel ni du manque de personnel. Donc, j'ai commencé, si tu veux, à travailler plutôt en donnant du sens, à réécouter de nouveau, à regarder de nouveau la personne que j'accompagne, Mmh. à... Que tu ne voyais que plus. je ne voyais plus. Avant le burn-out, tu me dis que tu étais devenu, finalement comme les autres, soignants, Un robot? un robot donc qui pouvait t'arriver même à toi d'être, Ah agressif, oui, enfin agressif, c'est-à-dire, agacé par, c'est ça. En fait, un patient ou une patiente. ouais. C'est là que ça a commencé, ou ça quand même tu t'es rendu compte qu'il y avait un truc qui commençait à ne plus tourner rond, quand tu es devenu un peu agressif? Bah, c'est surtout là, oui. C'est, comme je t'ai dit, ouais, le côté agacé, le côté saoulé, le côté... je voyais, je faisais du mal quand même, tu vois, dans mon comportement. Et la chance que j'ai, c'est que les résidents que j'ai accompagnés, qui du coup m'ont appris à me connaître dans mes débuts ou que j'ai pu accompagner au début, avaient plus ou moins cerné ma personnalité en tant que soignant, ou en tout cas mon énergie. Donc ce qui m'a fait enfin, ce qui me faisait du mal, c'est de voir la résidente dans mon comportement parfois triste. Comme si tu les avais lâchés? Exactement, Mmh. tu vois. Et puis même ce côté où quand tu es agacé, la personne,
tu la vois en face de toi triste et moi, je suis souvent, tu sais, dans le tu sais, les hypersensibles, tu sais, quand tu es connecté à une Dans le personne, partage, dans le dans, partage. ouais. C'est-à-dire ce que tu vas ressentir, je vais le ressentir. Mmh. C'est-à-dire même si j'ai un comportement qui va être pas bon, peut-être sur le moment, je m'en rends pas compte, mais si derrière toi, tu me montres une mine pas bien, bah, c'est comme si je vais rentrer à l'intérieur de toi et sentir la douleur. Et Mmh. c'est à ce moment-là, quand je commence à ressentir la douleur des résidents, parfois le mal-être qu'ils pouvaient avoir, pas forcément non plus à cause de moi, hein, Ouais. pour un tout, bah, c'est ce qui m'a emmené, comme je dis encore une fois, ce turnover. C'est, j'étais comme une éponge. Tu sais, je prenais tout autour de moi. C'est là que tu as commencé à dévisser, en C'est ça. fait. Ouais. Donc quand tu reviens, avec, l'idée de ne plus te laisser faire. Mmh. Hem, Tu as des droits en tant que soignant, les résidents ont des droits en tant que résidents. Hem, Comment ça passe auprès de tes collègues, ça? Parce qu'il Oh, y a aussi, ça aussi, parce que les collègues, tu sais, c'est comme, les aides, à domicile. Heu, J'en ai rencontré plusieurs ouais, qui me disent, on on a une fiche aussi de tâches dans la journée, mais ceux qui sont au-dessus, elles ne se rendent pas compte qu'on est parfois la seule visite dans la journée, ouais, de plein de personnes. Et en fait, on ne peut pas, arriver, faire le ménage, faire à manger ou faire, la piqûre, ou, il y a besoin d'établir un contact. Ces personnes-là, elles ont besoin de parler, elles ont besoin de, et ben, on est dans les mêmes demandes d'une direction qui ne met absolument pas d'humain dans exactement. votre travail. Exactement, ouais. Et ça n'est signalé nulle part, ça? Que, on doit s'occuper quand même, enfin qu'il faut qu'il y ait une partie humaine dans votre boulot? Si tu veux, c'est spécifié dans le contrat. En tout cas, c'est spécifié qu'on est là pour, protéger, sécuriser et apporter de la dignité, du respect aux résidents. Eh ben alors, C'est ce qui est spécifié. Mais ça, j'ai l'impression, c'est du charabia? ouais, voilà, ça reste mon ressenti personnel. C'est plutôt, vendre une vitrine. Oui. Voilà, c'est vendre une vitrine parce que encore une fois, dans les coulisses, la réalité est tout autre. Mmh. Combien de fois même, les institutions nous envoient en formation pour la bientraitance. On nous envoie en formation pour nous rappeler qu'on doit respecter les résidents, qu'on doit bien parler aux résidents, qu'on Mmh. doit prendre le temps de faire les soins. Et là où je me disais: «Mais c'est totalement, incohérent», parce qu'on nous envoie en formation, mais sur le terrain, on nous donne pas les outils pour pouvoir appliquer ce qu'on apprend. Bah, on vous l'interdit presque, si j'ai bien compris? Bah, c'est même pas presque, on nous l'interdit là carrément. C'est cette proximité-là dont je parle qui reste thérapeutique, bien évidemment cadrée, Oui. pour qu'il n'y ait pas de dérive parce que bon, tu as toujours certains malheureusement qui vont toujours au-delà. C'est ouais, c'est je te dis, hein, ce relationnel-là dont je parle, c'est pas toutes les maisons de retraite qui sont OK avec ça. Mais aide médico-psychologique au départ, la définition, elle est, quand même très précise. On est d'accord, ouais? On est d'accord? On est d'accord. Aide médico-psychologique pour ces personnes, en EHPAD, il y a bien le mot psychologique Ouais. dedans. Donc le mot psychologique, il passe par, obligatoirement des mots, une attitude. Totalement, totalement et moi les études que j'ai fait, c'est ça. J Ma formation, elle a été basée sur la psychologie de la personne, sur la Mmh. psychologie du malade. C'est et sur place, non, c'est tu t'aperçois en fait, non, c'est que du rendement. Il faut du rendement, il faut Du parce que rendement, le rendement, du heu, pognon, du pognon, ouais. ouais, Est-ce que tu c'est as, été parce que tu as bossé essentiellement dans le public? et j'ai fait les 2. Les 2. Ouais. Mais finalement, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le public et le privé? Franchement, après encore une fois, hein, j'ai pas fait tous les établissements, publics, Non. mais en ayant fait les 2, Ouais, le public, ça reste selon mon expérience, la catastrophe totale. la catastrophe C'est une totale. catastrophe. Les établissements publics, en tout cas, l'établissement que j'ai pu connaître public, c'est ouais, c'est une catastrophe. Encore dans le privé, certains essaient de te donner les moyens. Limite, moi, la plupart des établissements privés que j'ai connus, puisque moi, c'était sur la Côte d'Azur que j'ai plutôt exercé, parce qu'après avoir travaillé en France, enfin à Paris 1 an, j'ai commencé à me développer sur la Côte d'Azur. Donc tous les établissements privés que j'ai pu faire, tu as ceux qui sont bien, mais qui te donnent, qui essaient quand même de te donner des moyens, des outils pour travailler. Mmh. C'est en gros, par exemple, dans le privé, certains établissements vont vraiment séparer les choses. C'est-à-dire le soignant va être là que pour le résident. Même si on en a 12, mais on reste près du résident. C'est-à-dire tout ce qui est autour, c'est-à-dire,
faire les petits déjeuners, le service à l'assiette, prendre soin de l'environnement, du linge, et cetera. Les tâches sont dispatchées sur d'autres membres du personnel. C'est-à-dire, tu as des aides hôteliers, tu as des animateurs, tu as toute une équipe autour du résident. Du coup, le soignant, si je puis dire, a plus de temps avec le résident que l'inverse. D'accord. Alors que le public, je suis polyvalent dans tout. Ouais, c'est-à-dire que tu fais le serveur, tu fais Ah ouais, le cuisinier, ouais, limite, ouais, tu fais tout. tu fais tout. Ça veut D'accord. dire, tu as 12 résidents, service à l'assiette. Donc, c'est vraiment c'est sur les 12, donc tu sers les personnes. Tu as le côté cuisine où bah, tu fais tourner la vaisselle, tu nettoies l'office, Mhm. tu gères les plans de soins, tu dois aussi faire l'animation avec, tu dois être présent au niveau comment on appelle ça, de l'écoute active. C'est Euh, quoi ça, l'écoute active? L'écoute active, on te demande aussi du coup de pouvoir prendre les informations nécessaires dans le relationnel que tu as avec le résident, afin de pouvoir du coup, s'il y a un truc qui va pas, pouvoir le transmettre à l'infirmière ou au médecin pendant la réunion pour mieux accompagner les résidents. Parce que le soignant, c'est le premier qui est au plus près du C'est le résident. premier relais. Voilà, c'est le premier relais. Ouais. Donc nous sommes les yeux de l'infirmière, les yeux du médecin. Mhm. Donc dans le public, c'est ce qui m'a choqué, ouais, c'est ça, on te demande tout ça et en 7 heures de temps. Et puis on te demande de gratter aussi un peu sur les desserts, sur les bouts de pain, sur les. T'as vu ça, non? Bah, ça, c'est réel. Ça, Bah oui, franchement, ça, franchement, c'est fou. je rigole, mais ouais, c'est chaud. Ah oui. C'est chaud. Et parfois, je me demande même, les familles qui viennent, je sais pas, qui voient leurs parents, en fait, je sais pas. Ouais, c'est rationné. Mhm. C'est rationné. Rationné. C'est rationné. Dans certains établissements, la bouffe est rationnée. Même dans des établissements privés. Même dans les établissements privés, ouais. Mhm. Parce Dans- qu'on a vu le scandale qu'il y a eu il y a avec Orpea, ouais, Orpea, ouais, ça, c'est ça. ouais. Vous voyez quand même que tu payais. Il y avait certaines pioles qui 4 se 000 payaient euros. 5 000 euros, même 6 000 euros, et que quand même la compote aux fraises, elle sautait un jour sur deux, quoi. C'était quand même. Et toi, tu as été témoin de ça. J'étais témoin de ça. Et si tu dénonces ça, toi, en tant que accompagnement éducatif et social, j'ai du mal, AES, AES. ouais. Si tu le dénonces, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, les dénonciations dans ce genre de cas, tu reçois, enfin, on va dire, une forme de pression institutionnelle Ouais. liée à la hiérarchie. Ils vont pas te menacer quoi que ce soit et tout, mais certains en tout cas vont essayer de te mener la vie dure. Quand j'ai la vie dure, ils vont toujours trouver quelque chose à te reprocher, par exemple sur ton travail. En fait, une forme de pression jusqu'à temps que tu te taises. Ou sinon, souvent, ce que tu dénonces se retourne contre toi. En mode, c'est toi le problème. Et où ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Donc il y a eu pas mal de dénonciations de certaines choses, hein, comme on appelle ça, des événements indésirables. Mhm. Mais tous les événements indésirables qui ont pu être faits, la plupart ne sont pas du tout traités. Alors, tu fais ce burn-out parce que tu arrives au bout. Et sorti de ce burn-out, quand tu recommences, tu te dis, c'est bon, plus jamais ça, je vais faire respecter mes droits, je vais faire respecter les droits des résidents. Est-ce que ça correspond euh, à la création de tes réseaux, en tout cas de tes vidéos sur YouTube, ça? Est-ce que avec ton retour, tu te dis, bah, en filmant ça, bah, je vais prendre peut-être un peu plus de poids ou je vais je vais montrer quelque chose de la vie dans ces EHPAD. Euh, Qu'est-ce que tu te dis? Alors, avant que j'arrive sur les réseaux sociaux, comme je t'ai dit, hein, je suis revenu après le burn-out en mode pas super saiyan, pas super guerrier non plus, mais je vais donner du sens à ce que je fais. Ouais. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'au moment de mon retour, la direction de l'époque a changé. Donc une nouvelle direction est en place. Et cette direction-là, la chance que j'ai eue, c'est que bah, on parle souvent hein, que toutes les directions sont mauvaises, Ouais. mais je veux quand même dire qu'il y en a quand même des bonnes. De la même manière, on dit qu'il y a des soignants mauvais, il y a aussi des bons soignants. Donc dans les directions, j'ai connu justement cette femme qui voyait mon travail, qui voyait mon relationnel et qui me disait c'est ça que doit être un soignant. C'est comme ça que je vois les EHPAD et c'est comme ça d'ailleurs que tous tes collègues devraient travailler. Et c'est du public ou du privé, Là, là? c'était du privé. Du privé. Voilà, là, c'était du privé. Mais même, tu as raison de dire que même dans du privé, c'est une chance de tomber sur une dirigeante cadre qui, euh, qui se dit, bah, on a tout à gagner, si ça se trouve, à être, comme tu dis, un bon soignant. C'est ça. Mhm. C'est ça.
Qu'est-ce qui a changé là, donc avec l'arrivée de cette nouvelle soignante? Bah, c'est que Cette nouvelle cadre, cette pardon, ne hem, nouvelle direction? direction, Ouais, c'est que elle nous laissait déjà plus le temps. Elle était beaucoup plus à l'écoute de l'épuisement des soignants, de la charge de travail. Donc si tu veux, elle a réévalué la charge, elle a embauché de nouveau des soignants et nous inciter à, moi dans la maison, je veux des rires. Dans cette maison, je veux de la vie, je veux de la musique, je veux que ça danse, je veux que ça chante, je veux que ça rigole. Enfin, elle nous a incités à ramener ce genre de mouvement. Donc moi, dans mon naturel, dans comment j'ai toujours été, j'avais une collègue, tu vois, par de temps en temps qui me filmait dans mon travail ou quand une résidente était triste. J'étais là, tu sais, à faire un peu le clown, comme on dit, à dédramatiser, certaines situations. Cette vidéo a été postée sur, TikTok ouais. et c'est là où tout a changé. C'est là où Ça part d'une vidéo ça part d'une vidéo, ouais. d'une collègue, en fait? Enfin, d'une collègue qui me filmait en train de soigner Ouais. une résidente qui était en crise, Mmh. mais la manière dont je la soignais était pas forcément conventionnelle ou connue Oui. des choses habituelles, tu vois? C'est-à-dire, bah, je dansais, je la prenais dans mes bras, je lui faisais des bisous et d'un coup, tu as la résidente qui se met à rigoler, qui te dit: «Merci», machin et cette vidéo-là, bah, ça a été comme une révélation pour pas mal de soignants. Elle a été virale, hein, cette, Elle a été vidéo? virale, ouais. Ouais. Elle a été virale. Et tu sais, qu'avec Hélène, ma collaboratrice, avec qui, je travaille sur Twitch, sur TikTok, Ouais. la fin de vie, heu, donc la vie dans ces EHPAD, c'est vraiment un sujet qui préoccupe beaucoup, beaucoup de gens. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont pris conscience que, bah, qu'on se dirigeait tous, vers, la même, destination, Mmh mh. et c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Sûrement aussi parce que, ils flippent. Ouais. Ils se disent, «Moi, atterrir dans un truc, où, on va pas s'occuper de moi et de la journée, je vais voir personne», si mes enfants viennent pas me voir, Mmh. hein, bien Mmh. évidemment. Heu, donc qui espèrent avoir, une équipe encadrante, qui Ouais, soit un peu leur nouvelle famille, c'est ça. parce que c'est ça. Donc revenons à cette vidéo virale, ça te donne l'idée d'en faire d'autres? Bah, ça me donne l'idée d'en faire d'autres parce que, bah, beaucoup de soignants, du coup, s'identifient à on va dire, ces méthodes d'accompagnement de relationnel de soins. Donc j'en fais d'autres de différentes façons, comme les oppositions aux soins. Un résident qui a une démence, qui refuse le soin, Ouais. bah, je montrais certaines méthodes, pour, pas forcer, mais convaincre. Mmh. Et toujours pas forcément de façon, qu'on apprend dans les formations, mais plutôt, comme j'appelle ça, des mensonges thérapeutiques. Ouais, voilà, écoute, aujourd'hui, je suis le docteur et tout, je dois juste vous ausculter aujourd'hui et tout, parce que bon, il y a eu des petits soucis au niveau de votre, état cutané, donc je vous emmène à la salle de bain. Donc c'est tout ce relationnel où les professionnels de santé, les familles m'ont dit: «Bah, en fait, ça fait plaisir de voir ce genre de vidéo parce qu'on retrouve on avait perdu, foi en l'humain et au travers, de ta vitrine, de ta page, bah, on voit que l'humain existe encore et d'autres soignants, qui avaient perdu goût à ce métier, en fait, se sont reconnus en disant: «Mais en fait, moi aussi je suis comme ça». Ouais. Tu as redonné la foi à beaucoup de soignants. Parce que là, on parle de millions de vues, hein, sur, tes vidéos. Donc, tu as redonné, de la joie à des familles, de l'espoir à des familles, mais tu as aussi redonné, de l'espoir à des soignants. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de soignants qui, comme toi, quelques mois auparavant ou quelques années auparavant, bah, étaient au fond du trou et avaient fait ce burn-out et ne voyaient plus le sens, à donner dans ce travail, Mmh. en fait. Ces méthodes, elles te viennent d'où, en fait? C'est un peu du feeling, ou finalement, sont les patients qui t'inspirent? Comment ça se passe? Tu y vas un peu, je sais pas, tu improvises, parce que j'ai vu que il y avait quand même des patients maintenant, c'est toi, ils te connaissent, c'est ça le truc aussi, c'est qu'ils ils t'attendent. Si on t'appelle docteur Sourire, c'est que, ces patients d'un seul coup, tu les fais marrer, tu leur, communiques quelque chose. Hem, comment ça se passe en fait? Tu y penses avant ou tu improvises? L'improvisation Improvisation. et tu as dit le mot tout à l'heure, c'est eux qui m'inspirent. Mmh mh. Les résidents m'inspirent et me poussent à la créativité, me repoussent même dans mes retranchements Mmh. en tant que professionnel, mais aussi surtout en tant qu'être humain, de me rappeler simplement que, dans ces lieux qu'on appelle lieux de vie, le relationnel doit être vraiment simple, sans oublier le cadre pro, hein.
mais un relationnel simple. Donc tout mon travail, qu'il soit d'ordre où, je fais rigoler les résidents ou des moments où la résidente, elle est en dépression, qu'elle a envie de mourir ou qu'elle a envie de retourner chez elle, heu, je suis dans l'écoute active parce que, les résidents, quels qu'ils soient, tu vois, j'ai un regard qui est totalement différent sur eux. Quand je parle de différent, c'est, je regarde cette fois-ci un être humain. Je regarde un homme, je regarde une femme qui a Eh une oui, histoire de vie, qui a un passé. qui a eu une vie. Ouais, c'est Eh oui. et du coup, par rapport à l'histoire de vie, bah, tu essayes de t'adapter au niveau de l'accompagnement, dans ses besoins, dans ses envies et tu comprends aussi parfois mieux le caractère. Pourquoi il ou elle réagit comme ci ou comme ça. Ce qui me pousse aussi à retrancher à l'improvisation, c'est, je les laisse être eux et moi je m'adapte. C'est ils sont ce qu'ils sont, ils doivent être ce qu'ils sont, je dois pas les freiner dans qui ils sont, Oui. mais c'est à moi de m'adapter à leur personnalité, à leur caractère et à la maladie. J'ai envie de te demander, Prince, si ça ne rend pas ton métier aujourd'hui plus facile, plus doux, en fait, d'avoir choisi cette voie d'humaniser, les rapports que tu as à tes patients? Est-ce que ça change tout, Mais bien finalement? sûr, ça change tout. Moi, moi, je parle de moi, j'ai plus l'impression aujourd'hui, quand je pars travailler, même si, hein, je ne nie pas la difficulté du métier, Oui, parce que ça reste, voilà, ça reste quand même assez dur. ouais. Mais le fait de ne plus être dans une routine de travail, d'avoir cassé personnellement, moi, cette routine, même si, comme tout le monde, j'ai une fiche de poste, même si je suis docteur sourire, j'ai pas plus d'avantages. Je suis traité à la même enseigne que tous les autres soignants. Oui. Mais c'est juste que le fait de redonner du sens, d'avoir un regard différent, un regard nouveau sur ce que je fais, bah, m'emmène du coup à cette créativité dont je te parle. Et du coup, bah, j'ai pas l'impression d'être vraiment au travail. Mmh. J'ai l'impression que je pars rendre visite bah, des amis, la grand-maman de Pierre, le grand-père de Jacques. Ouais, Donc, j'ai plus ce sentiment réellement de travailler, mais plutôt d'être en relation en fait avec des êtres humains. des êtres humains. Ouais, parce que en fait, dans la fin de vie, on a l'impression souvent, hein, alors moi, quand je suis allé tourner dans ces lieux-là, hem, j'ai eu cette impression de que certains soignants, ne voyaient plus, l'homme ou la femme qui était devant eux. Ils ne voyaient plus qu'une tâche à accomplir, C'est ça. tu vois? Ouais, Et je trouvais ça d'une tristesse, ouais, infinie parce que, parce que, telle dame avait été, une grande directrice, de création dans la mode, une autre avait été banquière, une autre avait été dans l'armée. Alors je te parle pour, les endroits, les plus up où je suis allé, ouais, mais, les autres, dans le public, c'est pareil. Il y avait des, je veux dire chaque, être humain qui est là a eu une vie, bien sûr. et mérite, qu'on le regarde, qu'on le considère en fait, heu et et c'est là où je te dis que je sais que tu as vu beaucoup la maltraitance institutionnelle, mais je sais que tes vidéos, elles ont redonné l'espoir à plein de soignants, plein. De toute façon, tu dois le lire dans les commentaires Ouais. qu'il y a dessous, Ah, heu, parce qu'ils se sont dit: «Notre métier, ça peut être ça». mmh, Maintenant, on est d'accord que c'est pas applicable dans tous les établissements. pas du tout, Ouais, pas du tout. Moi, encore une fois, hein, j'ai, on va dire, peut-être pour l'instant de la chance de tomber dans des établissements où les directions voient mon travail et partent plutôt dans ce genre de vision, en tout cas d'accompagnement. Mais au niveau du personnel, tu sais, quand tu parlais tout à l'heure de tâches, en même temps, tu sais, les institutions ont tellement réduit les soignants à, à être, excuse-moi du terme, des toiletteurs. Et c'est ce que je dis souvent aux collègues, c'est qu'on nous a tellement toiletteur, habitués à ouais. simplement faire des toilettes. C'est-à-dire que Mmh. pour eux d'ailleurs même le monde était persuadé, que l'aide-soignant qui travaille en maison de retraite, Mmh. son travail, c'est changer des couches, donner à manger et essuyer les fesses. Voilà comment, le travail était vu en tout cas, du soignant en EHPAD. Alors qu'en fait non, le travail en EHPAD, des soignants, c'est pas juste le geste, c'est vraiment, comment on dit ça? Nous, notre fondamental, c'est la communication, la psychologie de la Mais personne. c'est l'accompagnement. C'est ce que je te disais au Ouais, début, au début, on vous appelait,
les AMP, Mmh. enfin, je veux dire, le titre du diplôme dit bien ce qu'il veut dire. Bien sûr. Heu Votre boulot, c'est pas toiletteur, Ah non. c'est pas Ah toiletteur. non. Donc du coup, ce qui est dingue, c'est que ça ait, évolué vers justement ce statut de toiletteur Mmh. dans le public. Mmh. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je crois qu'ils ont de grosses difficultés à recruter, hein, dans le Ah oui. public. Moi qui ai fait du public, puis enfin, personne veut c'est quand ils disent qu'ils sont en difficulté d'embauche, mais c'est, surtout à cause en fait, du personnel, il y en a. Les Oui, gens qui veulent bosser, il y en a. bien Contrairement sûr. à ce qu'on dit que oui, non, on n'arrive pas à embaucher, oui, il y a pas de personnel, il y en a. C'est les conditions de travail qui font que tout le monde fuit. Mmh. Et le public, encore une fois, je te le dis, je peux pas comprendre comment, un soignant arrive à tenir pendant des années là-dedans. Bah, de toute façon, c'est un métier très difficile, en plus très physique, hein, Oh, parce qu'on doit porter bien selon les sûr. personnes, je discutais avec, un gars l'autre jour dans le sud qui fait le même, boulot que toi, il me disait, «Je finis mes journées rincé» et je crois qu'il m'a dit un salaire de, il m'a dit qu'il gagnait 1 800 balles par mois ou, à peu près Dans quoi. le public, c'est ça, lui? Dans le public, me semble-t-il, ou 1000, alors je me rappelle plus si Oui, c'était c'est à peu 1000, près ça. c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. 1 800, pour 8 heures de taf, Bien bien chargé, ouais. physique, bien Ah chargé. ouais, ouais. Et il me disait: «J'ai pas 1 minute à moi, Ouais. pas 1 minute à moi». Même pas Et le temps d'aller aux justement, toilettes. justement, je lui demandais: «Mais tu as le temps d'aller?» Justement, non. Est-ce que tu as le temps de parler avec eux? Mmh. Non. Donc c'est pour ça que je pense qu'à un moment, voilà, toi tu dis que malgré le système, qui nous écrase, on peut garder notre humanité. Les soignants doivent se rappeler qui ils sont. Je Ouais. crois que dans cette phrase-là, il y a toute l'intention que tu, donnes à ton métier, tout ce que ton métier doit rester. Mmh. Mais, je me disais, je te vois docteur sourire, je te vois, alors avec cette nouvelle direction actuelle, elle est toujours là, la même, directrice? Alors là, non, elle est Ça a plus là. Ça changé? a changé entre-temps. Et est-ce que, la nouvelle direction est aussi, dans la même philosophie? Alors vu que moi, tu vois, je tourne, moi je suis Toi, tu vacataire. tournes? Voilà, moi je tourne, donc des nouvelles que j'ai, ça a l'air de bien se passer. En D'accord. tout cas, j'ai pas de plainte, en tout cas, de mes anciens collègues, j'ai pas de plainte à ce niveau-là, donc ça a l'air de D'accord. bien se passer. Mmh. Tu te vois, parce que c'est un métier qui est extrêmement mal payé pour la dureté de la tâche. Mmh. Heu, c'est un métier, qui est très éprouvant, psychologiquement, je trouve, parce que, hem, je pense que, comme je te l'ai dit au début de cet entretien, on fait ce métier par vocation, Mmh. heu, par par volonté d'aider l'autre. Bien sûr. Et souvent, les personnes en fin de vie, sont démunies. Il y a beaucoup de gens en situation de vraiment de faiblesse totale, de handicap. Et voir cette tristesse, voir ces gens s'en aller, hein, Mmh. mourir, heu, c'est quand même aussi, une sacrée épreuve, C'est chaud, ouais. pour vous, parce que vous vous attachez à des patients. Donc je suppose que ce sont des chocs accumulés pour vous, chaque mois, chaque année. Tu te vois faire longtemps encore ce métier? Longtemps, peut-être pas jusqu'à 60, 65 ans, je sais pas. Mmh. Je me vois encore le faire quelques années, mais pour ce que tu dis là, au niveau vraiment des fins de vie, au niveau des personnes, qui partent, c'est pour ça aussi, je voulais en venir où on nous explique pas vraiment, tu sais, quand on nous parle de cadre, de pas trop être, dans la proximité. Certains, établissements, c'est vraiment pour nous protéger justement de, ce genre de De problème, ça. voilà, de ça. Mmh. Donc Où trouver le juste c'est milieu? exactement. Je pourrais pas te dire, si c'est parce qu'on me pose souvent la question: «Comment tu fais pour ne pas pleurer?» Parfois, on voit tes vidéos, la dame et tout, elle est pas bien, machin. Nous, on voit tes vidéos, on est en larmes, mais toi, comment tu fais pour ne pas craquer? Ouais. Et je leur dis à chaque fois, dans ce moment-là, déjà, je suis connecté à la personne, mais c'est comme si, je sais pas si je peux te dire ça, mais tu vois, c'est spirituel. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me protégeait mon propre cœur et qui me permettait Mmh. de ne pas être impacté directement. En tout cas, sur le moment. Après, quand je rentre chez moi, certaines vidéos que je revois,
effectivement, je me mets à pleurer parce que là, c'est comme si je prends d'un coup conscience de. C'est pas que je le prenais pas sur le moment, mais sur le moment, je suis en train de vivre la chose. Mais quand tu sors de là, c'est comme si c'est comme si à toi et moi, on est en train de discuter. Ouais. Donc, je suis connecté, je suis là avec toi et tout, etc. et tout. Mmh. Mais peut-être qu'en revisionnant notre échange, bah, je vais avoir de l'impact sur certaines choses. Je sais pas Je vois comment. très bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, Tu c'est comme si tu dézoomais, c'est ça. et puis que tu deviens le spectateur de ce que tu as, Voilà. vécu avec, cette dame. Alors tant que tu étais dans l'action, ben tu faisais ton truc et tu étais bien, mais quand tu revois, ce que tu as vécu avec cette dame, là, Là, ça ça commence à monte. Ouais, gamberger. ça gamberge. Parce que sur le moment, mon instinct, en tout cas, mon C'est de lui faire hypersensibilité, plaisir. c'est faire plaisir, soigner. Ouais. Je dois être là pour rassurer. Mmh. Donc à aucun moment, moi, je peux montrer une faiblesse, quoi que ce soit. Et encore, je contrôle même pas. C'est mon naturel m'emmène à, j'ai un devoir à ce moment-là de faire ça. Mmh. Après, si je dois aller dans un coin pleurer, je le ferai. Mais pour le moment, je peux pas être dans le même état que la personne que je suis en train d'accompagner. Donc sur le long terme, jusqu'à présent, je pourrais pas t'expliquer vraiment, je sais pas si c'est spirituel comment je tiens. Mais en tout cas, je tiens. Mais là, je sens que petit à petit, je commence à À être usé. user, mais plutôt, je sais pas si c'est le bon mot, perturbé. Par exemple, j'ai perdu. Il y a 2 résidents qui sont décédés en l'espace de 2 mois, Oui. dont un, parce que si on repart sur les conditions de vie des résidents, bah, souvent quand tu es tout seul, tu peux pas être, la sécurité, elle est minime. Parce que tu es un peu partout, les résidents déambulent et tout, donc il peut y avoir un danger à tout moment. Donc forcément, moi, dans mon travail, il y avait un résident dont je me souviendrai, j'oublierai jamais d'ailleurs. Lui, dans sa tête, il était persuadé, tu sais, qu'il peut encore marcher. Oui. Sauf que moi, connaissant le monsieur qui a des troubles de l'équilibre, je me dis: «Non, tu peux plus marcher, du moins tu peux tenir debout, mais là, si tu marches, tu vas tomber». Donc j'étais très protecteur. J'ai essayé de lui expliquer, même si je savais qu'il comprenait pas, parce que, comme il me disait: «Mais laisse-moi tranquille, Oui. pourquoi tu t'inquiètes? Oui. Mais je peux marcher, arrête de t'inquiéter, machin». Mais moi, je lui disais toujours: «Mais monsieur untel et tout», je me rappelle plus, Michel, Oui. putain Michel, tu vas te faire mal, moi j'ai peur pour toi, je sais que c'est chiant et tout, que je suis derrière toi à vouloir absolument que tu sois assis, mais j'ai peur que tu te casses la figure. Jusqu'au moment où, ce monsieur, bah, ce que je ressentais qu'elle arrivait est arrivé. Ce monsieur, avant qu'il décède, il était sur son lit et on discutait, où je lui disais encore: «Michel, je te demande pardon, parce que si par moment et tout, je suis chiant et tout, je suis derrière toi et tout, tu as peut-être l'impression que je t'empêche de vivre, mais c'est juste parce que voilà, je t'apprécie beaucoup, je t'admire et j'ai pas envie de te perdre, quoi». Et là, en fait, il me tient la main. Donc je lui dis: «J'espère que tu m'en veux pas», voilà. Il me dit: «Mais pourquoi tu veux que je t'en veuille? Pourquoi tu veux que je t'en veuille? Pour moi, tu es comme mon fils. Pour moi, tu es, comme un ami. Je n'ai, jamais connu d'homme aussi doux que toi». Et dans cette période-là, moi-même, j'étais pas bien. C'est-à-dire, c'était encore un petit peu, cette remise en question, sur la fatigue, l'usure, parce que je me disais: «Bon, même si, je redonne du sens à ce que je fais, mais je vais pas quand même nier qu'il y a quand même la fatigue qui est là. Il y a des moments où j'en peux plus». Et quand il m'a tenu la main et qu'il m'a dit cette phrase-là, que tu es, «Je n'ai jamais connu d'homme aussi doux que toi», c'est comme si, qu'il me rappelait, l'importance du métier que je fais. Mmh. Ça l'était. C'est pas par moments, tu sais, tu doutes. Tu vois? C'est moi, mon Ah oui. humilité m'emmène, je suis pas forcément, tu sais, il y a les réseaux sociaux et tout. Je suis pas forcément dans cette confiance absolue de me dire que, tout ce que je fais est bien, tu vois? Oui. Il y a des moments où je doute, je me dis: «Peut-être que c'est trop. Peut-être que, tu fais mal». Donc moi, je recherche pas de reconnaissance, au niveau des directions. Souvent les soignants, c'est ce qu'ils disent: «Ouais, on n'a pas de reconnaissance». Mais moi, tu sais, ma reconnaissance, c'est à ce moment-là. Quand, le résident te dit merci, te Ouais. rappelle que, Ouais. peu importe ce que tu penses, que tu fais mal, moi je te dis que tu fais bien et tu me fais du bien. Mmh. Tu Et vois? Donc ça n'a pas de prix. mais vraiment pas, Non. mais ça c'est même pas me
C'est pas du tout, c'est pas du tout mesurable et Pas du tout crois ah, mesurable. Non. c'est pas mesurable du tout. Pour moi, faut le vivre et pas juste le vivre, faut pouvoir être disposé et ouvert, Ouais. tu sais, pour pouvoir recevoir. Oui, et puis il faut être solide. Parce que Prince, pour faire ce métier, il faut être solide. Et en allant dans ces établissements, j'en ai vu hein, des soignants qui n'étaient pas armés pour faire ce métier. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Euh, et donc, parce qu'ils n'étaient pas armés, ils étaient dans la maltraitance, dans voilà, la tâche. Comme je te disais Mmh. l'autre jour, ils ne voyaient pas un patient, ils voyaient le carton, tu Ouais, vois, le nom des cartons à faire et je l'abattage. c'est ça. Et je pense que vous toutes et vous tous qui nous regardez, encore une fois, demain, ça sera vos grands-parents, mais demain, ça sera vos parents. Et puis peut-être certains d'entre vous qui nous regardent là se disent bah, bientôt, ce sera nous. Euh, voilà, tout le monde se dirige vers cette destination et il faut remettre de l'humanité. Alors c'est justement, on arrive à la fin de notre entretien, Prince. Euh, Remettre de l'humanité, comme c'est inscrit dans le diplôme que tu as passé, Mmh. hein, qui était même l'un des points centraux de ce qu'on t'a appris, hein, Non, dans ma mais formation, ouais. dans ta formation, Mmh. c'était vraiment créer du lien, en tout cas mettre hein, de l'humain dans les relations à l'autre, parce que justement, il est en fin de vie, parce que justement, il est vieux, parce que justement, il est en situation de faiblesse. Et puis, l'envers du décor, c'est que on te demande de l'abattage. Euh, pour remettre de l'humanité dans ce métier, euh, où je le rappelle, les cadres hein, qui mettent la pression aux soignants sont eux-mêmes soumis à une pression de Bien sûr. rentabilité. On Mmh. l'a vu avec le groupe Orpea, Mmh. ce sont des fonds d'investissement qui sont propriétaires de ces établissements. Donc les fonds euh, d'investissement, hein, c'est que des gens qui investissent et qui veulent gagner des thunes. Donc c'est tout un service là, enfin tout un mécanisme où il faut gagner du blé. Ouais, Et gagner du blé sur le dos de qui? Ben, sur le dos de nos vieux. exactement. Et sur le dos de qui? Sur le dos des Les soignants. soignants, exactement. Voilà. Et ce sont les cadres qui doivent voilà, pousser et les cadences et toute la journée vous mettre la pression. Mmh. Alors, comment améliorer ce métier? La solution, bon, bah, je viens de la donner, c'est le pognon. Tu crois pas? Bah, bien sûr que c'est le pognon. Ouais, C'est le pognon, c'est l'argent. ouais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui fait ce boulot comme toi depuis 20 ans, euh, en bout de course, il gagne combien? Dans le public? Dans le public, 2002-2003. 2002-2003. Et dans le privé? Faut pouvoir batailler, hein. Il y en a, qui peuvent avoir mes années de métier ou parfois plus, Ouais, qui sont à peine à 1008, 1009 dans le privé. dans le privé. On est mieux payé dans le public que dans le privé? En tout cas, de mon expérience, je suis mieux payé en étant dans le public et dans le privé. Ah ouais, j'aurais cru que c'était l'inverse, dis donc. Après, l'avantage du privé, c'est que les salaires sont pas forcément arrêtés. Donc c'est négociable. D'accord, Donc il se peut que tu peux tomber sur une direction, tu arrives à bien te vendre et négocier des salaires un peu plus élevés. De la même manière où, alors que dans le public, les salaires sont vraiment arrêtés. Il n'y a pas de négociation, c'est l'État, c'est machin. Donc, il y a des grilles tarifaires de salaire avec des échelons et compagnie. Donc, les salaires, tu peux pas négocier. C'est pour ça que mais tu as juste des avantages au niveau des primes, au niveau de pas mal de choses qui font gonfler ton salaire, chose qu'on n'a pas forcément dans le privé. Mais personnellement, même si dans le public, je trouve que sans faire d'heures supplémentaires, je gagne très bien. Enfin, ouais. je gagne, on va dire, c'est qu'on même si je me dis que je mériterais peut-être un peu plus, mais je me dis ça va, c'est raisonnable, c'est plus ou moins raisonnable. Ouais. Mais alors que le privé, je peux négocier beaucoup plus. Ah oui, c'est bien donc ce que je te disais, parce qu'on a fait une inversion à un moment. Mm. Dans le privé, tu peux quand même gagner plus. Ah oui, oui, oui. Ah, mais largement. D'accord. Largement. Même quelqu'un qui sort à peine de l'école peut
peut avoir le salaire de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience derrière. D'accord. Donc dans le privé, on gagne un peu plus. Oui, Enfin, quand on même. gagne bien plus. Ouais, quand même, ouais. Mmh. Donc c'est quand même, hem, pour celles et ceux qui ont les moyens, bien évidemment, mieux vaut envoyer, ses, parents si, bien évidemment, tel est leur choix. Heu, comment alors maintenant c'est ça va on va arriver dans mes dernières questions, toi qui as eu ces grands-parents, qui vient, du Congo-Brazzaville, heu, avec la culture, dont on parlait en début de ce au début de cet entretien, où en Afrique on s'occupe de ses vieux, hem, où l'éducation de tes 5, 6 premières années, elle a été faite par tes grands-parents. Comment est-ce que tu vois, ces, ces EHPAD-là, et ce système finalement, occidental, de, de confier, nos aïeux, nos vieux, à des services, voilà, à des EHPAD, qu'ils soient privés ou publics? Mmh. Après, comme tu le dis, effectivement, oui, moi, ma culture m'a appris que les parents, si tu vis avec eux, enfin, ils meurent avec toi, enfin, à la maison, quoi. Heu, Après, moi, j'ai un peu plus de recul étant du métier, au niveau des Ouais. personnes et au niveau des familles, au niveau du système, en tout cas. Mmh. Hem, Avant, j'étais dans le jugement parce que je comprenais pas, mais après réflexion, depuis que je fais ce métier-là, heu, je me dis: «C'est bien plus, c'est». Pour moi, c'est pas une question des familles qui abandonnent, leurs parents, tu sais, en maison de retraite. C'est plutôt, parfois des familles qui sont face à des situations au niveau de la maladie, Oui, où ils n'ont plus du tout les moyens ni les oui, possibilités, de pouvoir accompagner leurs parents. Parce que c'est pas, contrairement à ce que j'entends souvent, tu abandonné ton père, tu abandonné ta mère. oui, Certains, certainement, oui, parce que c'est un poids et puis voilà, je dois mener ma vie, j'ai ma vie à faire, enfin voilà, j'ai pas que ça à faire moi de rester à ton chevet du lundi au dimanche, surtout que tu es un peu relou, tu es un peu chiante. Mais il y a vraiment des familles que j'ai rencontrées qui culpabilisent d'avoir placé leurs parents. bien sûr. Mais le système et la société, et surtout par rapport à cette maladie qui est une saleté de maladie, donc les aidants familiaux qui ont leurs parents à domicile, qui eux-mêmes, accompagnent des parents malades, témoignent que, leur santé mentale en touche un coup. Que certains d'entre eux, limite, partent avant même parfois leurs parents tellement que, bah, ils ont du mal à gérer. L'avantage que moi j'ai, et c'est là que je peux comprendre, c'est, moi j'ai toute une équipe avec moi. Dans les établissements, on est toute Oui, une équipe pour oui, accompagner ces personnes. oui, Et puis à un moment donné, moi je rentre chez moi. Et puis de temps en temps, j'ai des week-ends. De oui, temps en temps, j'ai des petites semaines de vacances. oui, Chose que, quelqu'un qui a un parent à oui. domicile n'a C'est plus. 24/24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Sans compter que selon le caractère, selon la maladie, la personne devient agressive. Mmh. Donc ça peut être un danger pour, lui-même, pour l'accompagner, tout comme pour, l'accompagnant. Mmh. Et surtout en termes de sécurité, certains placent vraiment pour la sécurité de leurs parents. Bon, en tout cas, moi, je retiendrai une phrase de l'un de tes patients: «Je n'ai, jamais connu un homme aussi doux que toi et tu pourrais être mon fils». Voilà, vraiment, je te félicite, pour ce que tu es, pour, l'homme que tu es, Merci. parce que, ce métier, vous êtes, des milliers à le faire, mais, c'est un métier, difficile et nécessaire surtout, et vous n'êtes, jamais mis en lumière. Donc, quand Hélène, m'a montré tes vidéos, je me suis dit: «Bah, il faut faire venir Prince, il faut qu'on parle de ce métier», et puis, qui, voilà, va mieux parler que lui de ce métier? Y a personne d'autre. On sent que tu as un vrai engagement humain, et voilà, tu me fais un grand honneur d'être venu ici aujourd'hui, mon ami, Bah, merci Olivier. et puis, continue le temps que tu as encore l'énergie, L'énergie, ouais, la patate. Embrasse, ceux que tu fais danser, et rire en ce moment pour nous. je ne manquerai Peut-être tu pas. leur montreras la vidéo, hein, Certainement oui, à certains certainement, d'entre ouais. eux, et puis, merci encore d'être venu, Bah, merci à toi voilà, Olivier. et tu nous donneras des nouvelles, j'espère.
Avec grand plaisir. Ok. Avec grand plaisir. Merci, Prince. Merci Olivier. Merci de nous avoir suivis. Vous aussi, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que nous sommes régulièrement sur Twitch et sur TikTok en direct la semaine de 20h à 23h. Il faut juste aller sur mon Instagram, Olivier Delacroix officiel, pour vous renseigner des sessions qui, pour l'instant, ne sont pas tous les jours. Enfin, voilà, on ne fait pas de live à des jours précis parce que les tournages dans les Jeux d'Olivier font que, voilà, parfois on est là le lundi et le mercredi, parfois c'est le mardi et le jeudi. Mais pour vous renseigner, allez directement sur mon Instagram où Hélène vous donne des nouvelles très précises. Merci d'avoir suivi cet entretien. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que la vie est belle. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain entretien. Et puis, n'oubliez pas hein, la petite cloche si vous voulez être mis au courant pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!